Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans ma ciné critique, il va être question de cinéma soviétique avec La lettre inachevée ou non envoyée, si on traduit directement du russe au français, sorti en 1960 et quelque part le deuxième des trois chefs-d'œuvre de son metteur en scène, Mikhail Kalatozov, après son Quand passent les cigognes, qui fut une palme d'or donc retentissante et dont j'ai parlé l'année dernière sur la chaîne, mais avant son Soy Cuba, que j'évoquerai probablement cette année, puisqu'il fêtera ses 60 ans. Ces trois métrages, d'ailleurs, partageant un autre point commun, en plus d'avoir donc le même metteur en scène, ils ont le même chef-op, un certain Sergei Orossevski. D'ailleurs, les trois seules collaborations entre les deux hommes, mais un véritable duo de créateurs, qui rappelle qu'un film, pour être réussi, ne dépend pas que de son metteur en scène, mais aussi donc de son directeur de photographie et d'autres choses, montage, musique, sans oublier les actrices et acteurs. Qui avons-nous d'ailleurs ici à l'affiche dans le rôle principal? Innocenti Smoktunovsky, j'espère que je n'ai pas écorché son nom, qui joue Constantine, un petit peu le focus principal de la narration, c'est lui qui écrit la lettre, par exemple. À ses côtés, Tatiana Samoylova, qu'on avait pu voir dans Quand passent les cigognes. Citons aussi la présence de Vassili Livanov et Evgeny Orbansky qui complètent le quatuor d'explorateurs et l'apparition souvent en surimpression mémorielle de Galina Koyakina qui interprète Viera, l'épouse de Constantine à qui la lettre est dédiée. Et nous sommes ici en présence d'un véritable film dramatique qui va se dérouler en pleine nature dans la Sibérie soviétique de l'époque, et ça a été tourné là-bas pendant un bon moment, donc on est plongé totalement dans le décor avec les personnages acteurs, et c'est une production Mosfilm, c'est important de le citer, parce que quelque part c'est une, on va dire, commande de propagande, mais peut-être que Kalatozov en a fait autre chose, j'y reviendrai. On va suivre donc 4 personnes, 3 hommes et une femme, qui ont été envoyés par l'État chercher des gisements de diamants, voilà. Un petit peu les héros qui vont revenir avec toute la gloire promise si jamais ils trouvent ce qu'ils cherchent. Et disons que cette expédition ne se passe pas forcément très bien. Je crois qu'elle commence en plein été, si je ne me trompe pas. Bon. Mais ils ont du mal à les trouver, ces diamants. Pourtant, la promesse a été faite que c'était là. Et finalement, après avoir creusé un petit peu plus, ils vont tomber sur ces diamants. Mais derrière, les éléments vont se déchaîner. Comme si la nature ne tolérait pas cette, on va dire, intrusion. Et la survie va être compliquée pour ces 4 personnes. Ça va passer par tous les états et par toutes les saisons aussi. Le feu, et puis la boue, la pluie, la forêt menaçante, la neige. Qui va en sortir vivant? Bon, si la lettre est inachevée, on peut se poser des questions. Même si on peut avoir des surprises. Bon. C'est pas un film à spoiler de toute façon, c'est un film à ressentir, à expérimenter. Un petit peu à l'image de Quand passent les cigognes, mais dans un contexte différent aussi. Beaucoup moins urbain, on n'est pas centré sur la guerre, on est plongé ailleurs, et quelque part une échappatoire aussi du système qui nous est présenté là. Alors certes, adapté, je crois, d'un écrit, je ne sais pas si c'est un roman ou une nouvelle, avec l'envie de montrer la gloire, la conquête de l'Est ou du Nord-Est un peu, c'est ça, de l'URSS, ce vaste territoire, montrer que l'État ne pouvait reculer devant rien avec les membres de son pays prêts à tout pour la gloire de la nation. Bon, sur le papier c'est ça, avec le diamant. Okay. Bon, finalement on va le trouver, mais c'est pas facile. Alors, vous avez 2 interprétations. Si vous voulez y voir vraiment le truc de propagande, incroyable, malgré les éléments, on trouve quand même ce qu'on veut et peut-être qu'on va s'en sortir ou pas. Mais ici, c'est un film qui raconte beaucoup, je pense. Et sachant que, alors je ne l'ai pas vu encore, 4 ans après, si je ne me trompe pas, et oui, forcément 4 ans après, il va sortir Soy Cuba, qui va être quand même assez incisif et pas forcément apprécié du régime, montrant que donc, le système soviétique est sorti de cette utopie rêvée un petit peu de l'époque, Lénine ou post-Lénine, rappelez-vous, Lukaras et Potemkin, c'est comme ça un peu. Non, là on est ailleurs, et quelque part, on sent ici 4 personnes qui certes sont totalement matrixées par le système, ça se voit, notamment Tatiana là, qui fait cette danse un moment avant de trouver le diamant, Moscou, tout ça, bon bref. Ouais. Et puis même Constantine qui va se battre à mort pour continuer à aller au bout une fois, il faut ramener cette carte pour prouver que c'est là le gisement. Il en oublie presque sa lettre ou pas, on ne sait pas. Mais
on est entre deux là, mais derrière, donc oui, il y a cette lecture assez frontale, mais on voit aussi l'homme face à la nature. Le retour aux sources, loin donc du communisme systémique. Ici, ce sont des personnes qui vont devoir apprendre à survivre, à vivre ou à revivre autrement face à un danger qui est naturel. Et ça, c'est fort, parce que ça resitue l'humain au-delà donc de son rôle de rouage du système. Et certaines individualités ont du mal à se mettre en place, là, avec un couple qui est ensemble, mais il y a un autre donc, qui s'intéresserait à la femme, déjà il y a ça, et puis un peu à part Constantine qui mène les opérations avec une idée, voire deux idées en tête à un moment. Et alors, sur le plan formel, ça en dit long, quoi. Évidemment, c'est parfois suresthétisé, mais ça c'est Kalatozov, hein, j'avais ressenti ça un peu dans Quand passent les cigognes, mais dans la dramaturgie, ça fonctionne très bien. Là, les éléments se déchaînent, et on le voit même avant que ça se déchaîne, par exemple, au début, on a une surimpression avec du feu, qui est une sorte de foreshadowing de ce qui va se passer avec le grand incendie, là, qui va les enfermer, alors qu'ils avaient creusé ce trou pour trouver les diamants, là, c'est presque creuser leur propre tombeau, mais après, ils vont quand même essayer de s'en sortir et d'aller de l'avant. Et derrière, on passe par des décors mais incroyables, notamment cette forêt boueuse là, qui a très certainement influencé Tarkovsky pour L'enfance d'Ivan, sorti 2 ans, 3 ans après. C'est une évidence. Et pourtant, Tarkovsky l'avait vu, jeune cinéaste à l'époque, en étant déçu. Ouais, il était sorti du visionnage de ce film. Il en attendait peut-être beaucoup plus. Un petit peu circonspect, et derrière il va te pondre l'enfance d'Ivan, où au début, quand l'enfant traverse cette forêt et tout, bah c'est ça, c'est ce qu'on voit là. Et puis même qu'à la fin ici de la lettre inachevée, sans en dire plus, mais c'est une sorte de désert de glace, hein, ça va rappeler de Stalker aussi, dans une avancée humaniste, psychologique. Il y a de ça. Donc Tarkovsky, malgré lui, hein, ça l'a quand même beaucoup marqué. Et d'ailleurs, petite parenthèse dans la parenthèse, c'est un film ici charnière et fondateur de pas mal de ce genre de cinéma-là. On pourrait penser à quelques productions américaines qui se déroulent dans la nature, hein, Apocalypse Now, au hasard, mais bon, c'est pas le même contexte non plus. Au cinéma de Werner Herzog, bien sûr, ou encore Inarritu. Je pense que, ou même Malik, ces metteurs en scène-là ont dû puiser, plus ou moins consciemment, de cette œuvre-là. Je ne sais pas, mais ça, en tout cas, on pourrait y croire. Bref, donc oui, quête spirituelle ou pas, d'une survie impossible ou non, ça c'est une question qui est intéressante. Et quelque part, donc, ces gens-là vont enfin vivre autre chose, expérimenter. Alors certes, face à la souffrance de la nature, mais avec le côté formaliste du film, on est plongé dans un décor de terreur et à la fois de beauté, ce mix-là remarquable. Et on est très très loin hein, de la propagande soviétique à ce moment-là, pendant une grande partie du film. Il y a même des moments quasi ironiques où on sent que Kalatozov, ou ses scénaristes, je ne sais pas qui a vraiment géré ça, essaye d'avoir un petit peu une forme de décalage face au système. Par exemple, cette radio là, où il y a une communication impossible entre ces héros envoyés sur place et le pouvoir, qui les attend pour les glorifier, mais ils ne peuvent pas communiquer leur position. Et ça en est presque drôle, on dit ouais, toute la gloire est pour vous, bravo, on a hâte de vous enlacer, eux ils sont en train de survivre et ils n'ont aucun moyen de dire où ils sont et ils sont presque promis à la mort. C'est quand même assez amusant sur le papier, mais c'est triste aussi. Et derrière, ben voilà, après il va se passer beaucoup de choses. Cette lettre, alors, c'est aussi, là ça renvoie vraiment avec Quand passent les cigognes, la relation homme-femme, impossibilité ou non. Alors là, c'est pas la guerre qui les sépare, hein, mais c'est autre chose. Il y avait aussi une question de lettres à un moment quand même, hein, dans Quand passent les cigognes, et cette missive qui promet sans fin, genre de 1000 pages et tout, oui, bah, elle va rester inachevée parce qu'à un moment, il va falloir faire autre chose. Et t'as l'impression d'ailleurs que Kalatozov dilate le temps dans sa narration, genre ils vont survivre ou pas, enfin il y en a qui vont avancer en tout cas pendant des saisons et des saisons, des semaines et des semaines, et donc des mois et des mois, ça paraît improbable avec pas forcément le nombre de ressources prévues à la base, mais pourtant, il y a ce côté d'abnégation. Alors ça aussi, on pourrait aussi y voir une forme de héros soviétique qui va quand même, malgré tout, peut-être aller au bout. Oui. Le dernier plan, à la rigueur, peut être perçu ainsi, mais il fallait quand même rentrer dans des codes pour que la production se fasse et que le système l'accepte, ce film. Mais en jouant sur ces codes-là. Et j'aime bien aussi ce genre de film qui forme une boucle, dans le sens où le métrage commence avec ce plan. Alors on pourrait croire que c'est un plan de grue, comme il y a eu un peu, hein, il n'y a pas qu'un peu, il y a eu un plan magnifique, donc on passe les cigognes, mais au début on les dépose là, déjà plan aérien dans le ciel et tout, pouf, on les dépose sur place et
la caméra qui se retire comme ça pour les isoler vraiment dans cette nature. Alors je sais pas si elle était attachée à un avion ou à un hélicoptère, c'est pas une grue, mais tu as un plan de grue indirect qui se met en place, qui va avoir cet écho, donc à la fin, avec le même style de plan, qui est paradoxal parce que techniquement on devrait plutôt l'avoir comme ça, vu ce qui se passe, mais non, on est quand même en train aussi de reculer. Justement, peut-être parce que Kalatozov, avec ces plans-là, veut prendre du recul sur, on va dire, les exigences du système et donc le côté propagande également, et pour isoler ces personnes-là dans cette immensité qui est plus grande que l'humain et plus grande que tout système politique, quel qu'il soit. Je pense qu'il y a vraiment une double lecture là, assez passionnante à voir, et évidemment le travail de Sergei Rossovski autour est fou. En plus, Kalatozov, il avait des exigences de malade, parce qu'il avait des idées dans sa tête, et il voulait à tout prix que ce soit filmé comme ça, sauf que c'était pas possible sur place. C'était compliqué, la Sibérie, c'est quand même un endroit qui est pas facile à dompter, y compris d'ailleurs pour l'équipe de tournage comme les personnages. Et Rossovski, il a dû se plier aux exigences de son metteur en scène et trouver des parades extraordinaires pour avoir la vision quasi onirique par moment dans l'endroit pourtant qui existe. Ça, c'est fort, ça. Ce cinéma-là sublime une forme de réalité et de beauté de la nature par des visions et des volontés artistiques. C'est là où vraiment, je pense que même ce film pourrait être presque, au fond de moi, meilleur que Quand passent les cigognes, qui était pourtant assez fort et qui triturait pas mal de choses sur le plan dramatique et tragique. Mais là, il y a une dimension qui me rappelle un peu le Derzu Uzala de Kurosawa. Alors, pas tout le temps de la même manière, visuellement non plus, en tout cas, parce que là, c'est du noir et blanc, et le Kurosawa, c'est de la couleur. Mais en plus, même dans la façon de tourner là, on a l'impression d'avoir du Kurosawa des films d'avant aussi. Peut-être que Kalatozov s'est inspiré de certains films de Kurosawa. Donc comme quoi, la boucle se boucle toujours, d'une manière ou d'une autre, et ça, c'est fort dans le cinéma. Voilà. Bref, n'hésitez pas à dire ce que vous pensez de ce film. J'aurais pu aussi évoquer la musique, assez étonnante de Nikolai Kryukov, pardon. Au début assez mystique, mais à la fin un petit peu épique, genre pour ponctuer quand même en mode oui, allez, c'est un film soviétique. C'est assez. J'aime bien aussi cette dualité-là qui se confirme dans la musique. Mais bref, il y a beaucoup de choses à évoquer, un jeu des acteurs aussi, comme vous le sentez, un jeu très kurosawesque d'ailleurs, dans un certain sens. Mais à vous la parole, en échange, en commentaire, c'est important de parler de ce genre de film dont on parle finalement assez peu sur YouTube, hein, il faut l'avouer. Allez, je vous dis à la prochaine, ciao.